Yaurana Kotaounui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Avec plus de 2,5 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2018, la production animale représente près d'un tiers du revenu de l'agriculture. Pour nous parler des cochons, des vaches et des poules, nous recevons Valérie Antras, chargée des filières animales à la DAG, la direction de l'agriculture, Yorana. Yarana. Olivier Hainaut, directeur du GDSA, le groupement de défense sanitaire animale. Yorana. Poema Lei Haché, éleveuse de porc. Yarana. Et enfin, Veihiri Molar, le Hartel, éleveuse de poulets de chair. Yorana. Alors Valérie, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la filière d'élevage animal en Polynésie française? Ben, comme tu le disais, ça représente, en gros un tiers des productions agricoles en termes de revenus. Alors il y a plusieurs filières, hein, on peut pas l'élevage, il y a beaucoup d'espèces qui sont, exploitées. On a, les résultats notamment du RGA. Il y a eu un RGA qui s'est, déroulé l'année dernière, C'est quoi un RGA? le recensement général agricole. D'accord. Et donc ça a confirmé ces chiffres et surtout ça montre que, dans les principales productions, la filière porcine reste, quelque chose qui est, très répandu dans l'ensemble des archipels et c'est ce qui est en première position en termes d'activité. Et puis après il y a l'apiculture et puis bon, ben, l'élevage de poules pondeuses qui est pas représenté aujourd'hui, mais qui est quand même une filière très importante pour la Polynésie et puis bon après les autres filières. Alors, on va justement parler de ces filières. Donc, on vient de parler d'une filière porcine, apicole, avicole et bovine. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les choix de ces filières en particulier? Je pense que la filière porcine est liée intimement à la culture polynésienne et ce tropisme très fort qu'ont eu les Polynésiens en conquérant les îles avec le cochon. L'apiculture, elle a connu un certain boom il y a une quinzaine d'années. Et parce qu'en fait, on se dit que c'est assez simple de mettre des ruches chez soi. Et puis en fait, on a certains gros producteurs et puis on a beaucoup ce qu'on appelle des apiculteurs de loisirs, des personnes qui vont posséder un petit peu moins de 10 colonies. Mhm. Et donc ça, on en retrouve dans tous les archipels. Après, pardon, la volaille pondeuse, ça, il y a des quotas qui sont mis en place par le pays pour ne pas saturer le marché, puisqu'il n'y a pas d'œufs qui sont importés. Pareil d'ailleurs pour la filière apicole, le miel, il n'y a pas d'importation de miel, donc c'est un marché qui n'appartient qu'aux Polynésiens. Et puis après, il y a une petite filière de poulet de chair qui est en train de se développer. Après, il ne faut pas oublier aussi les productions aquacoles, hein, parce que on a des sous-produits, notamment de la perliculture avec le colori qui est assez intéressant. Les élevages de Parahapewe qui sont aussi portés par la DRM, ou les élevages de canos qui peuvent également être intéressants, quoi. Rentrons dans les détails maintenant. Avec la filière porcine, Pouema, justement, tu peux nous parler de ton expérience dans l'élevage de porc. Oui, alors j'élève des porcs, mais en fait, plus exactement, je travaille aux côtés de mon papa, King Layache, qui est, un des principaux producteurs du Fénois et donc c'est un métier, que j'ai redécouvert avec passion. J'ai grandi dedans, mais j'ai fait des études totalement à l'opposé. J'ai fait des études de droit Mhm. à la base et depuis 3 4 ans, voilà, je suis à ses côtés, maintenant. Quel a été le déclic qui t'a dit, ben, tiens, je veux suivre les traces de mon père et depuis 3 4 ans? Bah, le déclic, c'est, je vois un papa qui s'est toujours investi, corps et âme dans ce métier, c'est sa passion et qui, à un moment donné, va commencer aussi à être fatigué. Donc voilà, moi, le déclic, ça a été, l'envie de l'aider tout simplement et moi, j'étais partie pour, faire autre chose. J'occupais une fonction, plutôt dans les bureaux et aujourd'hui, bah, voilà, la passion a fini par me gagner. En face de toi, on a un profil qui est assez similaire puisque Vehiri, de ton côté, tu étais hôtesse de l'air et tu es passée à éleveuse de poulets de chair depuis 2 ans. Pourquoi ce choix? Une passion, un renouveau, une reconversion et ben, le choix de faire quelque chose, ben, pour moi. Donc je me suis lancée avec, 30 poussins et maintenant j'en fais 1000 par mois. Alors Olivier, on nous a dit tout à l'heure, excuse-moi, que on parle de poules pondeuses, mais toi tu fais des poulets de chair. Pourquoi le choix de cette différence? Plus rapide, et puis, comme, je le disais, les poules pondeuses, il y a un marché qui est déjà, bien utilisé et saturé, alors que les poulets de chair actuellement, il y a qu'un éleveur, ici à Tahiti.
qui fait ça depuis plus de 40 ans, je crois. Et donc maintenant, j'arrive par derrière lui. Donc il y a de la place. Il y a de la place pour le poulet de chair localement. Je reste avec vous, Vahiri et Poema. Je vais me retourner vers Poema plutôt. Est-ce que vous avez eu des difficultés en tant que femme à vous investir dans ce milieu qui est traditionnellement un milieu masculin? Alors, les difficultés, alors en tout cas chez les éleveurs de porcs, c'est parce que, en fait, le métier est les tâches sont traditionnellement, effectuées par des hommes parce qu'elles sont contraignantes. Il y a de très nombreuses enfin, il y a des ports de charge lourdes, je pense notamment aux sacs d'aliments qui sont au quotidien. Il y a beaucoup de réparations et de dépannage à faire et c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec une caisse à outils, c'est un peu compliqué. En tout cas, dans mon domaine, on peut avoir en face de soi un animal qui fait plus de 200 kilos, donc il faut pouvoir, être capable de gérer ça. En tout cas, c'est pas difficile en soi, dans le sens où moi, en tout cas, je suis bien entourée. Il faut savoir s'entourer dans ces cas-là. Et de ton côté, Vahiri, toi, c'est des animaux de 7 kilos, donc ça devrait aller. Voilà, on arrive à maximum. Et encore, 7 kilos, c'est parce que j'en garde quelques-uns pour pouvoir pousser au maximum pour avoir des gros poulets. Mais oui, les sacs d'aliments de 24 kilos à porter tous les jours, c'est compliqué. Mais quand j'ai commencé, je le faisais toute seule. Maintenant, j'ai pris quelqu'un pour pouvoir m'aider. Et parce qu'il y a il n'y a pas que l'élevage en lui-même, il y a aussi toute la partie commerciale, la partie distribution. Ça, c'est toute une chaîne qu'il faut le faire. Et ben, je fais tout. Voilà. Valérie, on vient de le voir avec ces deux profils atypiques de reconversion professionnelle. Finalement, est-ce qu'on peut devenir éleveur facilement, éleveur ou éleveuse facilement? Alors facilement, j'irai pas jusque-là, c'est quand même un gros travail. Nous, à la DAG, on est là pour essayer d'accompagner ces porteurs de projets. Alors il y a soit on choisit la filière quand on est jeune et on va au lycée professionnel, à Opunohu. Là, c'est une façon d'aborder le métier, mais bien souvent, ce sont des gens qui souvent dans le cadre de reconversion professionnelle, arrivés à un certain âge, souvent des gens qui prennent leur retraite. Après, ça peut être d'autres personnes qui ont envie de changer de vie. C'est le premier enjeu, je pense que c'est d'avoir le terrain. Le foncier, c'est essentiel. Quand on n'a pas de foncier, c'est très difficile de s'installer en élevage ou dans n'importe quelle exploitation. Au niveau de l'agriculture, on peut avoir certains terrains, mais l'offre est quand même assez rare. Donc, les gens qui réussissent, qui s'installent facilement en élevage, déjà, il faut avoir un bon foncier et pouvoir en disposer. Alors, Je crois que c'est le premier élément. parlons concrètement, du coup, parce qu'on en voit plein sur les réseaux sociaux qui veulent avoir un petit poulailler chez eux. J'ai le terrain, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les cages à poules, etc. Quelles règles dois-je respecter pour avoir des poules pondeuses chez moi? Alors déjà, il faut respecter le code de l'urbanisme, hein. On n'a Déjà. pas le droit d'avoir un poulailler dans un lotissement où ça va générer des nuisances parce que ça fait du bruit. Là, ça dégage un certain nombre d'odeurs. Donc, poulailler dans mon appartement, ça c'est moi. C'est interdit par le code de l'urbanisme. Vous n'avez pas le droit d'avoir des poules sur votre balcon. C'est écrit comme ça, je crois d'ailleurs. D'accord. Donc il faut quand même voilà respecter l'urbanisme. Lorsqu'il y a des PGA, ce qu'on appelle les plans généraux d'aménagement, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a des zones où l'élevage est autorisé et des zones où l'élevage est interdit. Après, pour les tout petits élevages, il y a la limite, elle est là aussi de savoir si vous avez 3 poules dans votre jardin, je pense que personne va vous chercher des noises, de toute façon, il y en a autant dans le quartier. Si ça commence à devenir 25 poules ou 50 poules et que ça fait beaucoup de bruit, là, on parle d'élevage. Par contre, je suppose que ça doit être un peu plus compliqué, Olivier, si par exemple je veux avoir des cochons ou des vaches dans mon jardin. Bah, c'est sûr que ça prend de la place. Il faut plutôt avoir un grand jardin et puis le cochon il va te ruiner ton jardin et puis t'as intérêt d'avoir de l'herbe pour ta vache quoi, hein, parce que faut pas oublier ce que ça mange les élevages. Non, moi je pense que ce qui est important c'est que quand on veut être éleveur c'est qu'il faut se former. Éleveur c'est pas un métier qui s'apprend sur le tas. Il y a des règles à apprendre. Alors il y a des structures qui sont là pour accompagner, que ce soit la DAG, la direction de l'agriculture ou le GDS. Nous, on fait beaucoup de conseils sur le terrain auprès des éleveurs, donc c'est gratuit pour nos adhérents. Et là, on donne des petites choses, mais en fait, il y a quand même des rudiments de base à avoir. C'est que faut pas oublier qu'un animal, ça a besoin si on peut parler de bien-être animal, ça a besoin de boire, de l'eau potable. Ça a besoin de manger une nourriture qui soit adaptée, une nourriture qui soit équilibrée, parce que sinon, si tu donnes une mauvaise alimentation, ton cochon il va être trop gras par exemple à l'abattoir et du coup tu vas perdre des revenus. Ne rien
que de respecter ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et des fois, moi, quand on va sur le terrain, on dit, mais l'eau que tu donnes à boire à tes cochons, est-ce que tu la boirais? Et bah, souvent, les gens, ils disent non. Bah, ça, c'est pas normal, hein. C'est que, il y a cette obligation d'avoir quand même de l'eau potable qui est là, à disposition des éleveurs. Et donc, voilà, nous, on travaille, on essaye d'accompagner les différentes filières d'élevage, notamment la filière porcine sur ce projet-là, quoi. Donc, à parler de formation, Poema, toi, tu t'es formé du coup avec ton papa, c'est ça? J'ai fait une formation sur le terrain et là, il y a le lycée, il faut bien parler d'eux aussi, le lycée de Montréal qui propose aussi un accompagnement, hein, donc on peut tout à fait aller se former là-bas. Donc je suis allée passer un stage de 3 jours là-bas Mhm. et j'ai pas fini, donc je continue à chercher, à me former. Ouais. Et de ton côté, Vahiri, comment est-ce que tu t'es formé pour savoir comment t'occuper des poulets? Adrien Chine, le seul éleveur de poulets de chair ici à Tahiti. Ah oui, c'est ce que tu nous disais Voilà. tout à l'heure, donc tu as appris directement avec lui. J'ai mais appris avec lui. Tu Il n'as a pas fait bien de... voulu me prendre sous son aile pendant quelques temps. J'ai appris, donc j'ai pris les bases de sa formation et au fur et à mesure, j'ai adapté ma façon à moi de m'occuper de mon élevage. Est-ce qu'il y a des formations, Valérie, ici en Polynésie française, justement pour apprendre à être éleveur? On a parlé du lycée d'Opunohu, mais on peut aussi parler du CFPPA. En fait, c'est le même établissement. Mhm. L'établissement a 2 volets. Il y a un volet formation initiale pour les jeunes, donc c'est le lycée agricole, et il y a un volet formation pour adultes, c'est le CFPPA alors c'est l'outil de formation de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture. Donc nous, toutes les formations se trouvent à ce niveau-là. Il y a la chambre d'agriculture aussi qui donne des conseils. Après, chaque organisme, on essaye d'éditer un certain nombre de documents qui vont permettre aux personnes de démarrer leur activité, mais c'est toujours bien de se retourner vers le PFPA, qui est donc les formations du CFPPA sont pardon, c'est beaucoup d'acronymes. Donc il y a le lycée et le CFPPA, et ils essayent de faire des formations vraiment pratiques, orientées aussi en partenariat avec le CEFI vers les demandeurs d'emploi. Donc c'est l'organisme de référence, je pense, pour démarrer un projet. Il y a tout ce qu'on appelle le parcours à l'installation. Ça, c'est vraiment parler d'installation, démarrer une exploitation. Je pense que la voie royale, c'est de s'adresser au CFPPA, de suivre un parcours à l'installation. Parce qu'il y a à la fois une phase de définition de projet, et puis de la formation, du tutorat chez des agriculteurs. Donc c'est accompagner l'agriculteur jusqu'à son installation, et c'est vraiment une très très belle activité de l'établissement de Montréal. Est-ce qu'on apprend aussi à gérer dans ces formations? Est-ce qu'on apprend à gérer tout ce qui est odeur, bruit, etc. pour le voisinage? Ça fait partie, c'est un des volets, mais c'est certainement pas le volet principal. C'est plutôt apprendre à élever les animaux, mais c'est une dimension importante parce que c'est ce qui a, notamment, nuit à l'installation de projets d'élevage. Les problèmes de voisinage sont fréquents. Parlons justement avec Poema directement. Comment est-ce que tu gères justement ces problèmes de voisinage par rapport au bruit, à l'odeur? Alors nous on a la chance d'être assez isolés, mais c'est vrai que bon, quand on prend en compte un élevage dans son ensemble, s'occuper d'un élevage, c'est beaucoup de nettoyage, de désinfection. Déjà, faire ça quotidiennement, ça c'est déjà un bon point. Après voilà, la pression urbaine, faut bien le dire, elle est bien, ça a des conséquences sur l'installation des élevages, mais déjà commencer à prendre commencer les bonnes pratiques, les apprendre, les appliquer, pour pouvoir les réduire au maximum, tout simplement. Veihéré, tout à l'heure, on parlait de quelques centaines, il me semble, poussins. Est-ce que ça fait du bruit? Comment toi, 1000, tu gères de ton 1000 côté? poussins. 1000 Alors non, poussins, ça fait pas de pardon. bruit. Enfin moi je trouve pas. Comment on gère? On nettoie aussi. Nous aussi, j'utilise du copeau non traité et tous les jours on change. Donc effectivement, je me retrouve avec des big bags de copeaux neufs et tous les jours, ils ont du copeau constamment changé. Pourquoi? Pour leur bien-être aussi, parce que c'est des poulets qui sont au sol, donc ils sont pas brûlés sur leur fiente et puis moi je trouve qu'ils sont plus heureux quand ils sont dans du propre. Moi je me mets à leur place, donc quand je les vois se rouler dans du copeau bien frais, bien propre, je suis heureuse pour eux. Ils ont pas une durée de vie très longtemps, donc autant qu'ils en profitent. Bah, la bonne hygiène, pardon, d'un élevage, c'est logique, ça apporte une bonne santé. Enfin, Oui. encore une fois, en toute logique. Olivier, c'est comme ça qu'on évite les maladies au travers des élevages? Oui, bah tout à fait, hein. Là, on est en train de parler vraiment d'élevage qu'on peut qualifier au moins de semi-intensif.
Donc, en fait, à partir du moment où on concentre des animaux, on concentre aussi les microbes. Et donc, les bonnes pratiques, ça va être de réduire ce risque. C'est de, justement, parler de bien désinfecter. Voilà, il y a des règles. Pour désinfecter un bâtiment, on met pas du désinfectant, parce que si on met du désinfectant sur du caca, ça fait du caca au désinfectant et ça marche pas. Donc, non, il y a des règles de lavage, de rinçage, d'utiliser des détergents, etc. Le désinfectant, en fait, on met le désinfectant une fois que c'est à peu près propre. Là, on va mettre du désinfectant sur cette table. Parce que c'est à peu près clean. Si la table elle est pleine de crottes, C'est voilà. pas grand-chose. Et de toute façon, voilà, quand on sort, par exemple, des fois, si on est un peu croûté avec de la boue, on regarde, on met d'abord de l'eau. Après, on met du savon, et une fois que les mains sont propres, on peut les désinfecter. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut avoir en tête. Et puis, pas non plus n'importe qui rentre dans l'élevage, c'est avoir des bottes ou en tout cas, des tenues qui soient adaptées. Voilà, et puis, si on rentre dans un élevage, après, on va pas non plus forcément dans un deuxième élevage à la suite. Donc, nous, les vétos, on utilise des combinaisons à usage unique pour limiter ce risque de contagion. Est-ce que le fait qu'on soit sur une île, ça évite qu'on se fasse contaminer par des maladies qu'il y a sur les continents? Alors, l'île, en fait, ce concept d'île, c'est à la fois une force et une faiblesse. Effectivement, on est loin des continents et donc ça fait, il y a quelque part, il y a l'océan qui constitue une barrière à peu près naturelle. Pour autant, les îles, on est extrêmement fragiles. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir n'importe quoi qui peut rentrer, que ce soit des espèces exotiques envahissantes, des végétaux, des oiseaux, etc., ou des nuisibles, des insectes, en fait, faut voir aussi l'agent pathogène, que ce soit la bactérie ou un virus, aussi comme une espèce exotique envahissante. Et donc, en fait, elle va se retrouver ici sur un territoire qui va être favorable, et l'île, elle peut être très très rapidement contaminée. Donc, en fait, tant qu'elle est loin des échanges, effectivement, tout devrait se passer dans le meilleur des mondes possible. Par contre, il y a un agent pathogène qui arrive, il y a une espèce exotique envahissante qui arrive. Si les mesures de biosécurité ne sont pas prises, si le pays n'est pas suffisamment vigilant, ça va être une catastrophe. Ça peut être le cas de la grippe aviaire. C'est que si la grippe aviaire elle rentre ici sur la Polynésie, il va falloir mettre en place toutes des mesures de biosécurité, mettre en place des plans de vaccination pour les volailles. Il va y avoir la gestion des poules sauvages, etc. Donc on y va au devant de sacrées problématiques. Valérie, quand il y a ces problématiques, comme vient de le dire Olivier, est-ce que la DAG intervient? Alors la DAG n'intervient pas directement, c'est la direction de la biosécurité qui est chargée de la gestion des maladies animales. Donc, et notamment, tout ça, ça se fait par un contrôle aux frontières qui est assez strict. Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la sévérité des règles sanitaires à l'importation, mais c'est lié exactement à ce milieu qu'on est ou qui est très préservé, donc un terrain vierge. Donc si une bactérie arrive dans un terrain vierge, elle va tout envahir. Si elle arrive dans un endroit qui est très contaminé, elle va pousser un peu les autres pour se faire de la place, mais elle va moins y arriver. Donc nous, le fait d'avoir ce statut extrêmement favorable et vierge, ça veut dire qu'on est aussi très exposé aux introductions et c'est le rôle de la biosécurité. Mais s'il y avait une épidémie ou quelque chose, bien sûr que la DAG collaborerait avec la biosécurité pour mener des procédures de police ou tout ce qu'il faut pour essayer de juguler cette maladie. Alors, je reviens sur l'exemple concret de tout à l'heure, hein. Voilà, je suis un particulier, je veux avoir un petit poulailler chez moi et je vois qu'il y a une de mes poules, j'ai l'impression qu'elle est malade. Qui est-ce que je contacte? La DAG, le GDSA, la biosécurité comme tu viens de dire, ou est-ce que j'abats directement le poulet par sécurité? Ah bah non, tu contactes ton vétérinaire traitant. Tout simplement. C'est le premier acteur de santé, hein, c'est le vétérinaire traitant. Surtout si c'est pour quelques poules, on n'est pas dans un domaine d'élevage. Après, si c'est vraiment un effectif un peu plus important, qu'on est vraiment dans un domaine d'élevage, là, j'aurais tendance à vous orienter vers le GDSA. C'est une association d'éleveurs qui a été créée il y a 2 ans, justement dans le but d'accompagner les éleveurs sur les problématiques sanitaires. Et après, le dernier maillon, ce serait la DBS pour mettre en place une politique de gestion de la maladie. Alors, on va revenir sur l'avenir de la filière. Pour Emma, sachant que dans les années 2000, à peu près, il y avait 1100 porcs abattus, qu'en 2023, on a un peu moins de 900 tonnes pardon, de porcs qui ont été abattus. Est-ce qu'il y a des difficultés dans la filière, puisqu'on voit que ça baisse tout doucement en fonction des années? Oui, alors la filière connaît plusieurs difficultés, c'est vraiment multifactoriel. Déjà les éleveurs hem, qui ont mis en place qui ont commencé à, comment dire?
à produire des porcs. Il y a beaucoup qui prennent de l'âge. Enfin, la filière est assez vieillissante. Pas forcément de repreneurs derrière. Ensuite, pour les jeunes qui veulent s'installer, comme on disait tout à l'heure, il y a un problème de foncier, problème de place sur le territoire. Il y a aussi les barrières concernant l'acceptabilité sociale liée à l'installation d'un élevage. En fait, c'est vraiment plusieurs choses. Et puis les charges que nous payons aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes, du moins pas aussi élevées qu'à l'époque où nos papas se sont installés. Alors, la filière de ton papa, pardon, s'est installée il y a 30, 40 ans, c'est C'est ça? ça. Toi, Bahiri, tu t'es lancé il y a 2 ans. Tu as eu des difficultés, pareil, pour t'installer, pour lancer ce business. Non, j'ai le foncier. Donc, j'ai ma grand-mère qui était éleveuse de porc. Du coup, j'ai pu m'installer dans son ancienne portecherie que j'ai réhabilitée en poulailler test. Et actuellement, mes poulaillers sont encore en construction sur un terrain familial à Papara, qui est une terre agricole. Il y a un vrai potentiel, en tout cas dans ce projet de poulet de chair, Ah d'après oui. toi? Ah oui, moi j'y crois. J'y crois. Le premier jour où je me suis lancée, déjà me suis lancée avec passion. Et au fur et à mesure, j'ai développé, donc j'ai agrandi mes commandes de poussins. Et mon réseau de distribution est bien en train de prendre. Donc l'objectif, c'est encore de faire connaître et puis que localement, on mange du poulet qui est élevé localement, qui est élevé sans hormones et moi, je sais que je fais ce métier avec passion. Donc, je suis heureuse de voir que ça commence à prendre et les gens commencent à adhérer au poulet local. Olivier, est-ce qu'on peut rappeler aux jeunes les avantages que ça peut donner de s'investir dans ce genre de filière, que ce soit économiquement parlant, par exemple? Ouais, le message à faire passer aux jeunes, c'est un message de convaincu. Là, on a quand même 2 éleveuses qui sont assez extraordinaires. C'est voilà, ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles l'ont fait parce qu'elles ont eu envie, parce qu'elles sont passionnées. La jeunesse, bon, voilà, ça va être un peu un discours de vieux con, mais elle est peut-être un petit peu attirée par tout ce qui brille et qui est facile. L'élevage, à mon sens, c'est quelque chose qui est hyper important. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Moi, je suis très fier d'être vétérinaire parce que justement, j'accompagne ces gens qui sont passionnés, qui nourrissent le territoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la Polynésie, elle est ce qu'elle est. Dans les années qui viennent, on ne sait pas ce que ça va devenir avec la crise du pétrole, les ressources fossiles qui vont diminuer. On va se retrouver de plus en plus isolé. A priori, il y aurait peut-être une diminution dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent du fret aérien. Il va falloir se poser des vraies questions de l'autonomie alimentaire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour moi que de pouvoir nourrir les habitants du territoire. Et voilà, après, les jeunes, mais voilà, ils veulent une boombox, ils veulent des fringues élites, ils veulent des shoes, des machins, etc. Bah ouais, quand on a les pieds dans la crotte, c'est pas toujours très agréable. Mais voilà, après, c'est des questions de valeur. Voilà, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi du sens derrière, il y a des valeurs à aller chercher et à travailler pour voilà, un devoir qu'on a en fait à la fois envers ces animaux, et envers notre société aussi. Je pense que ça, c'est important. Tu es confiant sur l'évolution de cette filière animale en Polynésie française? Justement, je crois que c'est Chang dans Tintin, le lotus bleu, qui disait qu'il y avait un arc-en-ciel dans son cœur. Je suis à la fois, quand je vois les deux éleveuses, Vayele ou Poemas, et je trouve que ça c'est cool, on va dans le bon sens. À côté de ça, on peut aussi que constater une certaine aussi déprise, ces problèmes d'accès aux fonciers qui sont catastrophiques. Et voilà, moi je viens d'un territoire qui est une île qui est magnifique aussi, qui est la Réunion. La Réunion, elle est autosuffisante en porc frais et en volaille fraîche, en volaille de chair. Il y a 900 000 habitants et Tahiti, en termes de superficie, c'est les 2 tiers de la Réunion. Donc je pense que s'il y avait une vraie volonté politique de pouvoir installer les éleveurs, je sais qu'il y a aussi beaucoup de faisabilité du côté de Raiatea, etc., parce qu'il y a un beau domaine agricole, mais il faut y aller, quoi. Et je pense que faut se lancer, même si le coût de l'aliment il est cher, même s'il y a des difficultés, on est là un certain nombre aussi de techniciens à être motivés pour les accompagner, quoi. Valérie, est-ce que tu penses qu'on peut atteindre cette idée utopique d'être autosuffisant en Polynésie française? Autosuffisant, pas en bœuf, par exemple. Ça va être compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de pâture, mais dans certains coins, dans certains endroits, oui. Les Polynésiens, ils étaient autosuffisants, avant que les Européens arrivent, donc l'autosuffisance, c'est pas forcément, un mythe. Après, je pense qu'il faut, choisir, les filières qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, et c'est vrai que la filière porcine et la filière avicole sont des filières qui sont traditionnellement dans le cœur des Polynésiens.
L'élevage, c'est d'abord une histoire d'envie et de passion. On voit 2 éleveuses là qui sont, passionnées, qui ont été mordues et clairement, tous les éleveurs te diront que ça commence par une fibre animale. C'est-à-dire que l'éleveur, c'est quelqu'un qui aime ses animaux, qui aime son activité et c'est d'abord ça, c'est la passion. Après oui, on fait nous, on essaie tout ce qu'on peut pour, développer c'est un de nos objectifs, hein, développer les filières, mais développer aussi peut-être de nouveaux modèles, quelque chose qui ne soit, pas le modèle, bien, il y a de la place pour tout le monde, il faut du modèle industriel pour faire des grosses productions et peut-être sur certaines îles, il faut des modèles un peu plus petits, un peu plus vers, l'ancien modèle polynésien, mais quelque chose de modernisé, mais plutôt pour des exploitations bio, par exemple, qui peuvent être, remettre ensemble, la culture et l'animal et refaire des cycles de vie au sein d'une île ou d'une exploitation. Alors, en espérant que cette émission a poussé peut-être à des vocations, ou au moins à des passions, ou au moins à de la curiosité. D'ailleurs, si vous êtes curieux et que vous voulez vous renseigner sur le sujet, nous vous donnons ici les sites de la DAG, donc service-public.pf/DAG, le Facebook de la DAG, Direction de l'agriculture de Polynésie française. Et enfin, on n'oublie pas le GDSA avec leur Facebook, GDS-A, GDS-A espace PF. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et voilà les amis, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 18h. N'oubliez pas votre journal en tahitien, votre VA Tahiti. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririra trahoma parheana.